moi j'ai été très intéressée par l'ensemble des points qui ont été soulevés et notamment sur les aspects surcharge informationnelle du consommateur. Je pense que là c'est vraiment un point clé et vraiment très important. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce que l'on voit, hein, donc, dans l'ensemble des interventions, donc on voit qu'il y a finalement une profusion des labels, un affinage finalement de l'information, et que de l'autre côté finalement le consommateur dans la pratique se trouve finalement face à une telle profusion des labels, une telle profusion de l'information, qu'il va y avoir une difficulté, enfin je dirais une difficulté cognitive, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec toute cette information. Et là on arrive à un débat qui est quand même l'information, ce n'est pas forcément la connaissance, et ça ne va pas forcément être implémenté en action directe. Et du coup, il y a une limite qui est liée finalement à la capacité d'absorption du consommateur, et qui va finalement être selon... Alors là, il va y avoir de fortes inégalités des consommateurs face à leur capacité d'agir et de mettre en place des actions concrètes face à cette surcharge informationnelle. Alors ces inégalités, elles vont être la première inégalité, ça va être l'inégalité, on va dire, de niveau d'éducation, mais pas simplement inégalité par rapport aux revenus. Hein, donc capacité. Est-ce que l'on a finalement, est-ce que le critère prix va être le premier critère, ou est-ce que ça va être le critère finalement qualité des produits? Donc inégalité des revenus, inégalité du niveau d'éducation, inégalité face à la région dans laquelle j'habite. Finalement, si j'habite dans des régions productrices, qui produisent des produits locaux, avec donc une production locale, je vais pouvoir m'approvisionner. Mais si je suis dans le Nord, ça sera beaucoup plus difficile. Donc il y a vraiment toutes les inégalités revenus, sociales, territoriales, qui vont être à l'œuvre pour que finalement le consommateur puisse vraiment prendre l'information et réaliser quelque chose d'utile pour son action au quotidien. Et puis là c'est autre chose. On a aussi parlé de l'information, des valeurs, mais il y a aussi les habitudes. On en a commencé à en parler. Le problème, c'est est-ce que l'on veut forcément changer les habitudes? Alors, dans les enquêtes de consommation, on le voit, nous, on en a mené aussi sur Nice, une enquête qui avait été menée par le CREDOC et pour le compte de l'ADEME. On voit que finalement, il n'y a pas toujours forcément une population qui est sensible à cette variable environnementale. Et donc, ça fait la population qui a la capacité d'agir et qui veut bien agir, c'est aux alentours de 20 à 30%. Alors, tant mieux, ça progresse. Mais finalement, on voit bien qu'il y a même une progression de la consommation bio, même s'il y a une érosion du revenu. Tant mieux, mais néanmoins, il y a quand même ce sont des petites niches. Alors face à des petites niches qui veulent bien jouer un rôle politique, hein, qui veulent jouer aussi le rôle éventuellement de leader, et face à une grande information, alors il y a plusieurs solutions. Je pense que le problème d'apprentissage que vous avez évoqué par les réseaux est très intéressant, mais ce qui fonctionne finalement et ce que l'on voit qui fonctionne très très bien, c'est le bouche à oreille et l'entourage direct. Nous, on avait posé une question dans un questionnaire sur la consommation. On a vu que c'était vraiment le résultat qui était le plus important. Donc finalement, face à cette surcharge informationnelle, le consommateur et l'acteur, qui veut aussi être leader, va s'informer par son voisinage pour récolter de l'information qu'il va juger à l'aune de ses critères fiables, et va finalement apprendre à se débattre dans toute cette surcharge informationnelle et dans tous ces canaux d'information, et va essayer finalement de mettre en place des compromis aussi par rapport à ses aspirations et par rapport à ses valeurs.
Et là, du coup, le problème, c'est comment une des réponses aussi à la question penser une démocratie alimentaire, c'est aussi apprendre à mieux consommer. Et quelles vont être les méthodes d'apprentissage? Le vieux bouche à oreille, finalement, n'est-il pas finalement un moyen d'agir local face à toute cette surcharge informationnelle et face aussi au problème de la capacité d'action qui est aussi réduite face à nos habitudes et nos modes de vie. Et alors, on a parlé des systèmes de distribution qui sont importants. Et donc, du coup, il y a aussi une capacité d'action qui est parfois limitée face au poids des habitudes, des contraintes et des inégalités face aux consommateurs. Et je pense que, par exemple, aussi, juste pour finir là, le problème d'apprentissage, c'est d'apprendre aussi les bonnes pratiques, mais aussi de dénoncer les mauvaises pratiques, notamment, par exemple, les mauvaises pratiques en matière de gaspillage alimentaire, qui sont aussi très importantes aussi à souligner, et qui sont le revers de la médaille d'une somme de mauvaises pratiques dans le domaine. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Coralie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la connexion entre toutes ces interventions qui finalement nous montrent bien que le consommateur est complexe et difficile à appréhender puisqu'on ne sait pas trop comment il agit. Madame Margetic le disait, il va acheter des produits bio et pour autant il va aller dans des hypermarchés, etc. Donc c'est toujours une notion très, très compliquée à appréhender, le consommateur, et de manière individuelle ou collective finalement. Moi, il y a deux éléments qui m'intéressent. On parle de trop d'informations, c'est plus on en est. Et vous savez ou pas que nous sommes en pleine réflexion sur imposer dans quelques mois ou années l'affichage environnemental, donc qui est lié au Grenelle de l'environnement. Donc on avait un petit peu promu cet affichage environnemental pour se démarquer des autres pays, puisque la France veut aussi être à l'initiative d'une mesure obligatoire au niveau communautaire, puisque l'affichage environnemental n'existe pas aujourd'hui pour l'ensemble des produits. Cet affichage environnemental a pour but de donner une information environnementale du début à la fin, vraiment de la fourche à la fourchette, sur un ensemble de produits et pas que certains produits. Donc au début, c'était obligatoire, c'était décrit dans les textes, dans les lois du Grenelle de l'environnement. En réfléchissant, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué à mettre en œuvre parce que c'est un coût, parce que sur quelle base est-ce qu'on va se baser, on va mettre en œuvre la CV, mais selon quelle méthode, selon quel produit. Donc on s'est rendu compte que c'était complexe, puis finalement on a dit que ce ne sera pas obligatoire, ce sera volontaire. Alors là, depuis 18 mois à peu près, il y a des démarches purement privées par des supermarchés, des marques, il y a Carrefour, par exemple, il y a Picard qui ont développé un petit peu ces affichages environnementaux. Moi, l'année dernière, il y avait un colloque à Nice, et justement, je m'étais promenée dans les magasins, j'avais demandé à des consommateurs, qu'est-ce que vous en pensez, cet affichage environnemental? On m'avait dit, un de plus, on comprend rien, j'avais même pas fait attention, à quoi ça fait référence? Et donc, les entreprises ont beaucoup travaillé sur cette norme. Alors, l'intérêt pour elles, c'est que ça devrait être obligatoire, donc elles ont tout intérêt à réfléchir comment cette obligation va être réalisée, puisque c'est elles qui vont devoir le faire, donc elles vont essayer d'organiser leurs propres critères, ça on avait bien compris. Et là on nous dit, en 2016, ça va être effectif, le premier rapport a été délivré il y a quelques semaines, alors je ne sais plus si c'est au Sénat ou au gouvernement, mais toujours est-il que dans le rapport on nous dit, alors on avance, mais c'est lent, c'est compliqué, c'est cher, et au final, on ne sait pas trop si le consommateur il va avoir la connaissance de l'impact environnemental du produit acheté. Donc on en revient un peu à notre idée de, finalement, c'est encore une information supplémentaire, mais qui va peut-être pas délivrer la véritable connaissance que le consommateur souhaite avoir. Donc c'est intéressant, on va avoir dans quelques mois
un nouvel affichage environnemental. Donc on sera très content, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Ça va peut-être en plus nous coûter un peu d'argent en tant que consommateur, puisque les entreprises développent énormément d'argent pour mettre en œuvre ce système. Donc ouvrez les yeux sur les produits que vous allez acheter. Un autre élément, quand Monsieur Hugo Munoz parlait de consommateurs citoyens, c'est vrai que pendant longtemps on était un peu prolixe sur consommateurs responsables, consommateurs citoyens. On a un peu tout mêlé. La différence est importante. Ce que je vois par rapport à ce que Monsieur Gilles Fumet nous dit, il y a eu des réactions très individuelles de la part de certains consommateurs. Alors, c'est pas de l'appel au boycott puisque c'est interdit en France, mais c'est vrai que ça se développe quand même de manière intéressante dans certains pays, surtout en Amérique du Nord, où finalement on va aller chercher, où le consommateur va faire des appels, un peu comme dans une perspective d'élection. On va dire attention, ce produit-là, on veut de l'information, ou attention, ce produit-là est peut-être dangereux, ou ce produit-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Et, intéressant, pour le saumon, on appelle aux autorités publiques on veut toute l'information. Donc on voit que ce consommateur est très proche du citoyen. En tant que consommateur, c'est parfois difficile d'agir puisque finalement c'est un mythe de croire qu'on a un choix. Via un peu la notion et l'action d'un citoyen, on peut essayer, par des actions individuelles, de tirer la masse et de sonner un peu la sonnette d'alarme en disant attention, on nous trompe peut-être. Donc merci beaucoup pour ces interventions qui vont nous ouvrir les yeux, enfin du moins je l'espère. Merci beaucoup. Merci Coralie, notamment de nous avoir rappelé, merci pour vos deux interventions, de nous avoir rappelé aussi le risque de fracture entre deux consommateurs, un consommateur finalement peut-être plus pauvre au plan économique, au plan culturel et qui serait condamné à dévaster la planète, à ne pas se poser la question de l'altérité et des conditions de travail, par exemple, des producteurs du Sud, et le consommateur Lola, plus informé, plus averti, conscient, plus riche aussi, au plan économique et au plan culturel, qui aurait tous les moyens d'une consommation vertueuse. Merci aussi de nous avoir rappelé toute l'importance qu'il y a de distinguer entre les mentions volontaires, et on voit bien que tout ce qui relève de finalement l'information sociale, l'information écologique relève plutôt des mentions volontaires et qu'à minima on nous demande de ne pas tromper le consommateur, alors que finalement dans les informations obligatoires, eh bien, il y a surtout les aimants qui rapprochent l'aliment d'un bien de consommation comme les autres. On sait juste finalement ce qu'il y a à l'intérieur du moteur, à l'intérieur de l'aliment. On sait moins finalement quelle est son histoire, sa géographie. Et là, finalement, ce sont les mécanismes du marché qui déterminent finalement souvent ces informations. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre Doussin, qui est l'ancien président de Max Havard France, mais qui est surtout un ancien collègue. Et pour les étudiants du Master 2 droit du marché, et puis plus particulièrement parcours agroalimentaire, il faut savoir que Jean-Pierre a aussi dirigé ce master, il y a été extrêmement associé. Donc, je suis désolée de lui passer la parole dans un contexte où il ne nous reste plus que finalement que quelques minutes avant de conclure, mais en tout cas, on l'entendra avec beaucoup de plaisir. Merci Marine. Moi aussi, j'étais très intéressé par tout ce qui s'est dit et je vais rebondir, moi, sur la notion de transparence et d'information par l'étiquetage, parce que je crois que c'est ça qui revient constamment. Alors juste un petit rappel historique, ça commence à Hammurabi, la première réglementation des aliments. Vous voyez, je parle à monsieur Pernin. Donc je confirme effectivement que c'est très ancien. Juste pour dire que l'étiquetage d'information est né effectivement début 70-71 et c'est en France que c'est né, puis après au niveau européen je crois que c'est vers 78 et puis au niveau mondial avec le Codex Alimentarius vers 80-81 et à partir de ce moment-là effectivement l'étiquetage a été magnifié et il a dans les instances internationales condamné tout ce qu'on a appelé les réglementations recettes qui, notamment en France, était extrêmement importante. On définissait ce qu'était un cassoulet, un yaourt, du beurre, etc. Tout était défini préalablement. La dénomination supposait une consommation, une composition donnée. Tout ça est passé pratiquement à la trappe au Codex Alimentarius, notamment sous l'action de l'OMC.
C'est ainsi, par exemple, que, Hugo le sait bien, parce que j'ai vu que dans le dictionnaire, tu en parlais, à savoir que, par exemple, la sardine, eh bien, c'était Sardina pilchardus, c'était un petit poisson, pas n'importe quoi. Maintenant, c'est devenu tous les petits poissons. Les coquilles Saint-Jacques, c'était des Pecten maximus, voilà leur nom, comment j'allais dire, biologique, ou maintenant, c'est un tas de coquillages. Et il suffit que vous mettiez le nom du petit poisson, le nom latin, et le nom du coquillage en latin pour que le consommateur soit informé. C'est du pipeau, entre nous soit dit, ce genre d'action. Et pourtant, c'est la tendance forte au plan international, remplacer toutes les réglementations contraignantes sur la composition des produits par l'étiquetage. Et je suis d'accord avec vous, l'étiquetage, ça ne suffit pas pour assurer la transparence. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais quand même insister maintenant à propos de la transparence. À chaque fois qu'un problème se pose, on dit « il faut imposer telle chose ». Dans le cas des lasagnes, on aboutit à mettre également la provenance de la viande. La provenance de la viande, c'est pratiquement impossible à vérifier. C'est impossible à vérifier par la voie de l'analyse. Donc, pour connaître la provenance de la viande, il faut s'introduire dans les circuits, avoir le droit d'y aller dans ces circuits. Je signale que Monsieur Pernin, votre magnifique diapo sur l'entreprise luxembourgeoise et toute la myriade, effectivement, vous le savez parce que le service français de la répression des fraudes est allé voir à Castelnaudary et puis, par les circuits, il a retrouvé tout ça. Mais vous, association de consommateurs, et à plus forte raison de consommateurs de base, il est incapable d'aller chercher ça. Alors, demandez, comme ça va être sûrement... Est-ce que c'est des... Marie, je ne sais plus. C'est exigé déjà la provenance ou pas? Est-ce que la mesure est passée? Je ne sais plus. La provenance en partie, mais sur la viande hachée, non. Non, oui, peut-être pas encore. Bon, mais un de ces jours, ça va arriver. Mais qui va contrôler ça? Alors, bon, la réponse, le commerce local, et je rebondis sur ce que disait notamment Christine Margetic tout à l'heure. C'était d'ailleurs... J'ai trouvé votre intervention absolument extraordinaire. Ah oui, je le dis comme je le pense. Vous avez fait une photo de l'existant comme jamais j'en ai vu. Vraiment, je vous en fais le compliment. Merci. Mais alors, le commerce local, les AMAP, bon, ça vous donne la transparence, puisque vous pouvez effectivement participer aux travaux. Manque de chance. Moi, dans l'association locale à laquelle je suis, Défense du commerce équitable, mon voisin au conseil d'administration, qui est le responsable d'une AMAP, vient comme il dit, virer son producteur parce qu'ils se sont rendus compte au bout de 2 ans de fonctionnement qu'ils s'approvisionnaient aux mines au marché d'intérêt national de Nantes. Donc vous voyez que tant qu'il n'y a pas de contrôle, et alors donc, conclusion, je lui ai dit, cher ami, dans ton AMAP, il faut que tu mettes en place une commission de contrôle qui ait le droit d'aller voir dans tout le circuit, là où ça se passe. Donc, vous voyez, alors moi ma question, c'est demander de l'information, y compris sur Internet, à une condition, c'est que ce soit vérifiable et qu'il y ait les moyens d'aller vérifier. Alors, je crois que les associations de consommateurs, je le sais bien, je les connais depuis longtemps, vous n'avez pas trop d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains d'entre vous, un peu plus célèbres que vous, parce que par leur publication, vous voyez de qui je veux parler, privilégient l'information un peu sensationnelle pour avoir des lecteurs et pouvoir avoir de l'argent. Donc, vous voyez, c'est pas un bon mode de fonctionnement non plus pour aller chercher la vérité, toutes ces choses-là. Alors, je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout état de cause, cet aspect contrôle de la crédibilité de l'information donnée est absolument incontournable. On ne peut pas y échapper. Donc, il faut réfléchir à cela. Voilà. Merci. J'ajouterais même que allez chez votre charcutier du coin, vous n'avez pas davantage de transparence parce que le charcutier ou le boulanger ne sait même pas la composition de sa farine parce que c'est son meunier qui le lui prépare. Le charcutier, il achète une composition d'additifs dont il ne connaît pas la composition non plus, il ne cherche pas à la connaître. C'est ce qui donne le meilleur résultat. Et le vendeur le minotier ou le vendeur de produits vient faire une démonstration et lui dit voilà, vous avez un produit que vos consommateurs vont aimer, et ce qui est vrai d'ailleurs. Mais la transparence, là aussi, elle est difficile à obtenir, même chez le fabricant du coin. Voilà. Si je puis juste rajouter pour rebondir dans ce domaine-là, quand on regarde les études qui sont faites dans les filières agroalimentaires, on se rend compte qu'il y a une filière qui est pratiquement tout le temps absente, ce sont justement les filières viande,
dans lesquels il y a une thèse en économie qui date des années 80, qui avait vraiment fait date, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un des mondes les plus difficiles à pénétrer, et justement, de pouvoir remonter l'information, parce que finalement, c'est aussi un des mondes dans lesquels on a le plus d'intermédiaires. Et ça complique énormément les choses. Merci. Alors, je me tourne vers François Collard-Dutilleul, d'abord pour le remercier de nous avoir donné l'occasion d'échanges aussi riches, mais de savoir si on a le temps pour une ou deux questions ou si on conclut. Peut-être prendre une ou deux questions rapidement. Il y a une question là. Bonjour, je profite d'avoir des juristes dans la salle pour dire qu'il y a un domaine dans lequel il est fondamental d'intervenir, c'est l'éducation. L'éducation, qu'est-ce qu'on a comme information nutritionnelle? Qu'est-ce qu'on a comme information sur le fonctionnement de son corps, ce dont il a besoin, les nutriments? Donc on arrive dans une situation où la plupart des gens, maintenant, on arrive à avoir beaucoup de gens qui sont suralimentés, qui mangent trop et qui sont dénutris. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les nutriments nécessaires au renouvellement de leurs cellules dans des bonnes conditions. Et quelles sont les informations nutritionnelles que l'on a quand on a 20 ans? Moi, je m'adresse à des étudiants, je suis enseignant en éducation physique et je fais des cours sur la nutrition à Nantes. Et qu'est-ce qu'ils ont comme information nutritionnelle? Ils ont ce que leurs parents leur ont transmis, ce que la cantine leur a transmis et la pub. Voilà à peu près les seules informations qu'ils ont pour faire leur choix alimentaire. Donc tant qu'on ne leur apprendra pas comment fonctionne leur corps, à quoi servent leurs organes, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée, et par exemple sur le petit déjeuner, quand on demande aux étudiants qu'est-ce que c'est qu'un petit déjeuner équilibré, ils ne citent que des produits de la pub, et s'il y a de la pub, c'est sans doute que c'est pas bon. Merci. Alors, je pense que c'est l'occasion de rappeler que dans le droit à l'alimentation, il y a le droit à une alimentation adéquate, et notamment une alimentation qui soit équilibrée au plan nutritionnel, que l'accroissement de l'obésité, c'est un problème de pays riches, mais ça devient aussi un problème de pays pauvres et de pays en voie de développement. Et que par ailleurs, il est certain qu'on n'a pas toujours des signes positifs. Le ministère, notamment de la Santé, ne s'est pas opposé au renouvellement de la charte alimentaire. Donc elle a été signée il y a quelques jours sous l'égide du CSA. Et donc nous faisons confiance maintenant à l'autorégulation, notamment pour la publicité et le marketing alimentaire. Et effectivement, l'éducation alimentaire et l'éducation nutritionnelle devient maintenant le fait des annonceurs. Donc ça n'est peut-être pas un signe très positif. Alors, je vais passer la parole. Une autre question peut-être? Oui, une autre question, parce qu'il me semble que dans ce débat sur le consommateur-mangeur, le citoyen-mangeur, il y a peut-être un chaînon manquant. Un chaînon manquant qui est celui du prix, celui de la façon dont se détermine et se forme le prix, et celui de la façon dont on répartit la chaîne de la valeur. On peut mettre toute la transparence qu'on veut dans l'information du consommateur. Il n'aura jamais l'information pertinente pour savoir comment s'est fait le prix, et surtout le prix bas qu'on lui vend, comme étant son bien-être absolu. Et en conséquence, je crois que pour garantir aussi la démocratie alimentaire du consommateur, il faut des règles de droit effectives dans la transparence, mais la transparence des relations commerciales entre professionnels, qui garantissent que le prix de vente n'est pas le fruit pur et simple d'un abus de puissance d'achat, de positions dominantes qui ne sont pas sanctionnées, parce que, justement, on considère très souvent, et je crois que les associations de consommateurs ont peut-être à y réfléchir, que le paradigme du bien-être du consommateur, c'est le prix bas. Or, vous nous avez bien montré que les attentes du consommateur, elles sont multiples, que le consommateur est un citoyen. Donc il y a peut-être une réflexion à mener sur ce terrain-là, sur le regard du consommateur et du citoyen, sur les règles de droit, leur effectivité quant à la formation du prix. Parce que si on essaye de lui vendre beaucoup de choses pas chères, derrière on lui revend aussi de la fiscalité, du coût environnemental, et on lui revend aussi et surtout des niches de produits alimentaires qui sont bonnes pour lui, qui sont bonnes pour l'environnement, alors que par ailleurs, au nom du prix bas, on a participé à la pollution. Il suffit de se tourner un peu plus au nord et à l'ouest pour voir ce qui se passe en Bretagne dans l'agroalimentaire. Et puis une dernière précision, une réflexion pour rebondir sur ce qui a été dit pendant ces 2 jours.
En Afrique du Sud, les règles de concurrence énoncent que le droit de la concurrence a pour finalité de garantir le bon fonctionnement du marché, mais aussi le bien commun des citoyens. Et cette définition de l'objectif de la concurrence a permis à des consommateurs citoyens et à des petits producteurs de lait de faire condamner des industriels de la transformation laitière comme Lactalis et Danone. C'est peut-être un élément de réflexion qui nous vient du Sud. L'Afrique du Sud est riche en propositions, mais je crois que ça pouvait être utile. Merci. Alors, je sais qu'il y a sûrement d'autres questions, mais il est tard, et donc je vais laisser la parole à François Collard-du-Tilleul pour conclure ces journées. Oui, je ne vais pas conclure vraiment, rassurez-vous, je voudrais avant tout remercier les étudiants du master qui ont préparé cette table ronde. Je voudrais souligner la qualité de ça. J'espère que vous avez tous eu ça. C'est remarquablement fait. Donc, bravo. Et finalement, c'est bien de finir avec les plus jeunes d'entre nous et en même temps avec ceux qui... on a la charge de former, que Marine, Catherine Delcomte, Valérie Pironon ont la charge de former, en tout cas dans ce master agroalimentaire et droit du marché. Et puis, je ne sais pas si, en vous écoutant, je me disais peut-être, je ne sais pas s'il fallait finir avec le consommateur ou commencer avec le consommateur. Les deux étaient possibles. Puis on a réfléchi un peu bêtement en allant de la fourche à la fourchette. Mais finalement... je me disais qu'en vous écoutant, on retrouvait un peu comme une boucle. Il y avait cette évidence que l'aliment n'est pas une marchandise comme les autres. J'ai fait me la rappeler, mais vous l'avez tous dit d'une manière ou d'une autre. Et puis qu'à côté de ça, c'est pas une marchandise comme les autres. Et à côté de ça, il y a le droit de savoir. Je ne sais plus lequel de vous a formulé le droit de savoir. C'est évident, mais quand on pense au consommateur, c'est évident. Mais quand on pense à ces deux évidences pour le consommateur, ce n'est pas une marchandise comme les autres, c'est le droit de savoir, et qu'on repense à toutes les tables rondes d'avant, alors on peut constater que les principes qui valent ici pour le consommateur, ils valent à tous les étages, du micro-local au mondial et au global. Et donc, en vous écoutant, je me disais, finalement, c'est vous qui faites la conclusion, et donc ce sont les plus jeunes d'entre nous qui ont fait la conclusion. Par conséquent, il n'y a rien à ajouter à cela, sinon que je vous convie tous à 20h30 au pôle étudiant pour des concerts. Si vous souhaitez des informations précises sur les concerts, vous pouvez lui demander à elle. Et à 20h30, et puis avant pour les invités qui viennent du monde entier, avec lesquels nous voulons manifester que ces rencontres ne sont pas la fin d'un programme, mais une étape vers quelque chose d'autre. Eh bien, voilà, vous allez rester là, alentour, pour qu'on aille ensemble fêter cela. Et puisque c'est ici que cela se conclut, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment, mais c'est de là qu'on repartira. Merci.